Pour remonter le temps et reconstituer l'histoire ancienne, quand il n'y a plus de témoignages humains ni de documents, il reste les vieilles pierres, les roches et les minéraux, et, plus généralement, divers objets géologiques comme les paysages, qu'il faut faire parler pour leur faire raconter leur histoire, et par là même l'histoire de la planète, ou du moins celle de la région des Alpes occidentales franco-italiennes. Alors, comment les géologues font-ils parler les roches ? La petite ville de Susa, dans le Piémont italien, est l'ancienne capitale du royaume de Cossus, un roi ligure allié de Rome au temps de l'empereur Auguste. Marcus Julius Cossus a donné son nom à cette province romaine et aujourd'hui au géoparc des Alpes caussiennes, vaste territoire à cheval sur la frontière franco-italienne. Le géoparc valorise les richesses géologiques ainsi que d'autres sites que les archéologues et les historiens étudient, faisant à leur manière parler les documents anciens, mais aussi les vieilles pierres. Ici, à Susa, ce sont des vestiges de l'époque romaine qui ont été inscrits dans la liste des sites du géoparc. Ces vestiges racontent la vie quotidienne des hommes à cette époque. Pour remonter un peu plus loin dans le temps, les archéologues cèdent la place aux géologues. La géologie est une science qui mêle observation sur le terrain et travail en laboratoire. Les observations sur le terrain donnent lieu à des interprétations qui doivent être alors confrontées à d'autres observations, pouvant parfois les contredire. Par exemple, des blocs rocheux dits erratiques, parfois de grande taille, ont longtemps intrigué les géologues. La nature des roches observées a rapidement permis de conclure que les blocs n'étaient pas issus des versants au pied desquels ils se trouvaient. Ils avaient donc été transportés. Mais comment ? Des hypothèses ont été émises, que l'on peut trouver aujourd'hui farfelues. Explosion gazeuse, l'hypothèse est rejetée car nombre de blocs sont trop gros pour voler. Transport des blocs par l'eau, ça ne marche pas non plus car il aurait fallu des débits d'eau gigantesques qui auraient forcément laissé d'autres traces. En effet, pour valider une interprétation, les géologues parlent de modèles, il y a bien sûr les observations de terrain. Mais ce que l'on devrait trouver et que l'on ne trouve pas a aussi son importance. Autre hypothèse, non convaincante, abandonnée au début du XIXe siècle, un déluge universel dû à la chute d'une comète. À cette époque, c'est la théorie glaciaire qui commence à être adoptée. Selon cette théorie, ces blocs ont été transportés par les glaciers. Ceux-ci devaient donc être autrefois beaucoup plus étendus. D'autres indices ont alors été cherchés et trouvés, validant l'existence de périodes froides et permettant d'envisager l'existence d'époques glaciaires. Pour comprendre le passé, les géologues s'appuient, entre autres outils, sur le principe dit d'actualisme, admis depuis la fin du XVIIIe siècle. Cette théorie postule que les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. Cette théorie l'a emporté sur celle du catastrophisme, selon laquelle certains événements du passé ne pourraient s'expliquer que par des phénomènes particuliers et le plus souvent violents. Aujourd'hui, si le principe d'actualisme est le plus utilisé, l'existence d'événements catastrophiques est parfois aussi avancée. Pour illustrer l'utilisation de ce principe d'actualisme, nous irons sur le site de la Combarine. Ici a été exploité le charbon et l'on trouve aussi des fossiles de végétaux sur les anciens terrils de la mine. On trouve également des fossiles, interprétés comme des troncs d'arbres. Des arbres un peu particuliers ressemblant beaucoup aux fougères arborescentes telles qu'elles existent aujourd'hui dans des régions chaudes et humides. Il s'agit là d'un indice pouvant indiquer qu'à l'époque où cet arbre vivait, le climat du Briançonnais était chaud et humide. Un indice seulement, car il faut bien sûr d'autres arguments, comme par exemple les importantes quantités de charbon exploitées dans le Briançonnais. Ce charbon s'est formé au Carbonifère, à partir d'une végétation luxuriante ayant subi un enfouissement causé par des accumulations de sédiments.
sédiments provenant entre autres de laves torrentielles formant après leur dépôt des grès et des conglomérats que l'on peut observer sur le site de la Combarine, mais également dans les nombreux terrains houillés du Briançonnais. Pour comprendre la formation de ces grès à grains fins et de ces conglomérats à grains plus grossiers, on va appliquer ce fameux principe d'actualisme en allant observer les milliers de tonnes de débris rocheux déposés régulièrement par des laves torrentielles dans la vallée de la Clarée. S'ils ne sont pas évacués par l'homme, ces dépôts sont appelés assez rapidement à se solidifier. Finalement, grâce à ces différents indices, ainsi qu'à d'autres collectés dans des terrains du même âge, le géologue pourra conclure qu'à l'époque dite du Carbonifère, il y a 300 à 350 millions d'années, le paysage du Briançonnais était constitué de montagnes en cours d'érosion, avec une végétation luxuriante et un climat chaud et humide. À une période un peu plus récente, il y a 250 à 300 millions d'années, on retrouve ces mêmes conglomérats qui contiennent, en plus, des galets violacés provenant de laves volcaniques. Conclusion, en suivant le principe d'actualisme, à cette époque, il y avait en plus des volcans. Sur l'escarpement de la carrière de Barachin, près de l'aérodrome de Saint-Crépin, plusieurs affleurements permettent de raconter toute une période de l'histoire géologique locale grâce aux différentes couches de roches sédimentaires. Des roches qui proviennent du dépôt de sédiments dans des bassins. Le calcaire gris et les dolomies claires nous disent que ces bassins étaient peu profonds, quelques centimètres à quelques dizaines de mètres. D'autres observations sur le site confirment cette faible profondeur et permettent de parler de lagunes dans une mer peu profonde où vivaient d'ailleurs des petits animaux ayant laissé des traces de leur habitat. Plus fort encore, c'est parfois l'absence de roches qui peut parler. Exemple à Saint-Crépin. On a vu que les sédiments se déposent sur des fonds de bassins et forment des couches, on parle de strates, de roches sédimentaires, dont les plus anciennes sont en dessous et les plus récentes au-dessus, chacune de ces strates pouvant être datée par les géologues. Alors, lorsqu'il manque une couche, cela signifie soit qu'il n'y a pas eu de sédimentation à cette époque, soit que les sédiments ont disparu. D'autres observations dans des terrains analogues permettront de conclure qu'il s'agit d'une absence de sédimentation et que le Briançonnais était alors une île. Reste bien sûr à comprendre pourquoi. Autres roches sédimentaires, les radiolarites que l'on trouve ici à proximité de la station de ski de Sestrières, sont les indicateurs de dépôts de sédiments à grande profondeur. Mais pour appliquer ce principe d'actualisme, encore faut-il disposer des observations actuelles. Dans le massif du Chenaillet, à cheval sur la frontière franco-italienne, des roches aux formes particulières ont longtemps intrigué et intéressé les géologues. Il faudra finalement attendre que la technologie ait suffisamment progressé pour que des plongées sous-marines à grande profondeur, dans les années 1970, soient possibles et permettent d'observer, dans les fonds océaniques actuels, le même type de roches. Il s'agit de laves volcaniques sous-marines. Ces observations, même si elles ne suffisaient pas totalement, ont permis d'appliquer le principe d'actualisme et d'avancer dans l'hypothèse de l'origine océanique de ces roches de la falaise du Collet Vert. Une idée admise aujourd'hui et expliquant la formation des Alpes en appliquant le modèle de la tectonique des plaques. Pour le géologue, faire parler les roches, ce n'est pas seulement leur faire dire dans quelles conditions elles sont nées, c'est aussi leur faire raconter leur histoire après leur naissance jusqu'à aujourd'hui.
En effet, si les roches ne sont pas vivantes comme les plantes ou les animaux, elles peuvent pourtant se transformer au cours du temps. Il y a bien sûr l'érosion, facile à observer même à l'échelle humaine, et parfois, un paisible paysage, comme celui de la station de ski de Soesdulks, pourra nous raconter qu'il y a quelques milliers d'années, des calcschistes et des serpentinites très altérés ont glissé le long de la pente et se sont accumulés dans la vallée. Le célèbre pli de Saint-Clément dans la vallée de la Durance illustre les forces colossales qui ont déformé des nappes de terrain lors de la collision entre les plaques européennes et africaines. Au cours du temps, les roches peuvent aussi se transformer à cause des variations des conditions de pression et de température subies. C'est ce que le géologue appelle le métamorphisme. Prenons l'exemple du gabbro, une roche que l'on rencontre dans le massif du Chenaillet. Cette roche est constituée de minéraux clairs et de minéraux sombres. Les noms de ces minéraux sont importants pour les géologues, mais ne pas les connaître n'empêchera pas de comprendre la suite de l'histoire. Pour cela, nous allons aller dans le Queyras, au Bric-Bouchet, à 20 km à vol d'oiseau du Chenaillet. Là, nous allons trouver plusieurs types de roches, dont un gabbro comme au Chenaillet. Mais en le regardant de plus près, une petite différence est bien visible. Les minéraux sombres et les minéraux clairs sont ici séparés par des sortes de liserés bleu foncé. Il s'agit d'un minéral né d'une réaction entre les deux minéraux d'origine. Une réaction qui a eu lieu à l'état solide et qui peut être reproduite en laboratoire lorsque l'on augmente de façon précise la température et la pression subies par la roche initiale. Et de ces conditions de pression et de température, on peut déduire à quelle température et à quelle profondeur, ici quelques dizaines de kilomètres, la roche s'est trouvée au cours de sa vie. Reste à comprendre quand et comment cette roche s'est retrouvée à cette profondeur et pourquoi on la retrouve aujourd'hui en surface, à presque 3000 mètres d'altitude. Une lourde tâche pour les géologues avec bien des débats à la clé.